Écoutez, c'est toujours un vrai plaisir de vous accueillir et de vous recevoir pour nos soirées thématiques. On essaie toujours d'avoir un thème tous les trimestres. Là, on a choisi un thème patrimonial, ça me semblait important, un thème d'actualité aussi. C'était aussi pour nous l'occasion chez Agori d'officialiser l'association que l'on a avec Cécile et Julien. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que on est assez porté sur les thématiques patrimoniales. Donc aujourd'hui, Agori s'est doté d'une structure patrimoniale avec Cécile Podetti, notaire de son état, et Julien Seba, CGP, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Donc l'idée, c'est de travailler en partenariat avec eux sur toutes les problématiques patrimoniales, comme celle qu'on va développer ce soir sur l'immobilier ou l'assurance vie. Donc l'idée, c'est, comme l'a dit Laurent, c'est d'évoquer les différentes modalités de souscription d'un contrat d'assurance vie. Par expérience, on voit souvent passer des contrats où on retrouve un assuré. Monsieur a son propre contrat, madame a son propre contrat, et de manière générale et générique, le bénéficiaire de chaque contrat est le conjoint. Ça peut avoir une incidence particulière, non pas au moment de la souscription, mais plutôt au moment du dénouement, au moment de la succession, c'est-à-dire quelques années plus tard et souvent bien plus tard. Et pas mal de choses sont passées en termes de réforme, et c'est là où on veut alerter un petit peu nos clients là-dessus, c'est-à-dire que souscrire un contrat, avant de parler de placement financier, c'est d'abord un acte juridique, et qui va avoir des conséquences, vous le verrez dans la fin de la démonstration, plutôt importantes sur lesquelles on porte une vigilance particulière. Donc la souscription d'un contrat d'assurance vie ne doit pas se faire au bord d'un coin de table, comme malheureusement on le voit trop souvent, avec des cases à cocher, notamment sur la clause bénéficiaire, vous le verrez plus tard, parce que les conséquences sont plutôt importantes. Et là, on évoque quelque chose qu'on voit rarement, c'est la co-souscription. C'est-à-dire que c'est monsieur et madame qui souscrivent communément un contrat d'assurance vie, avec un dénouement, c'est-à-dire la fin du contrat d'assurance vie, le débouclage du contrat et la disposition ou pas des fonds, qui se fera soit au premier décès, soit au second décès, selon les modalités qu'on va voir par la suite. Alors concernant l'immobilier, les modalités d'acquisition, on peut soit acquérir un bien immobilier en direct, soit l'acquérir par le biais d'une société. Donc l'acquisition en direct, elle va être un petit peu conditionnée selon la situation conjugale. Donc soit on est marié sous le régime de la communauté, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait de contrat de mariage avant de se marier ou qu'on n'a pas modifié ce contrat de mariage. Et dans ce cas-là, l'un peut acheter sans l'autre, engager la communauté. Et on est réputé être propriétaire à concurrence de moitié chacun. Alors bien entendu, il y a toujours la possibilité de faire des clauses d'emploi ou de remploi de fonds propres, ça veut dire de fonds qui auraient été reçus par donation, succession ou encore qui auraient été acquis avant le mariage. Mais le principe, c'est quand même une présomption de communauté. Sinon, on peut acheter, si on est marié sous le régime de la séparation de biens, donc ça veut dire qu'on a fait un contrat de mariage, on se retrouve sous un régime d'indivision. Donc l'indivision, elle va s'appliquer pour les personnes mariées en séparation de biens, mais également pour les personnes pacsées sous le régime de l'indivision, et également pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir et qui ne sont ni mariées ni pacsées. Alors le régime de l'indivision, l'acquisition en direct peut être un petit peu avoir des contraintes en fait, puisque notamment quand on achète en indivision, on achète des quotes-parts indivises. Donc le notaire va demander de déterminer des proportions d'acquisition. Donc c'est pas compliqué, on va vous dire est-ce que vous avez des apports personnels et à concurrence de combien souhaitez-vous rembourser l'emprunt. On détermine les proportions d'acquisition dès le moment où on achète. Alors le problème, c'est qu'ensuite, en cas de séparation ou en cas de vente du bien, le notaire va se fier à cette répartition-là. Et s'il y en a un qui a finalement remboursé plus l'emprunt ou qui finalement a rajouté de l'argent pour faire des gros travaux ou des choses comme ça, il faudra ensuite judiciairement le prouver. Donc c'est ça le problème, c'est que ça fige dès le départ les quotes-parts d'acquisition. Et l'autre gros problème, c'est le régime de l'indivision en lui-même. Alors les contraintes sont plus connues pour l'indivision successorale. Quand on a plusieurs héritiers qui sont propriétaires d'un même bien immobilier et qui n'envisagent pas le même avenir pour ce bien immobilier, il y a souvent des couacs. Et les couacs, ils sont liés au fait que tout le monde doit être d'accord pour le futur du bien. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord pour vendre le bien, mais à contrario, et c'est là où c'est un peu subtil, nul ne peut être contraint de rester en indivision. Ça veut dire que si quelqu'un décide de vendre le bien, si les autres n'ont pas les moyens de racheter le bien, ils ont la possibilité de demander la vente aux enchères. Alors on a la possibilité de pallier un petit peu à ces inconvénients en achetant par le biais d'une société civile ou d'une SARL de famille ou d'un autre type de société. Alors les plus connus, c'est vrai que ce sont la société civile pour l'acquisition d'une résidence principale ou encore d'un bien qui serait destiné à être loué en location nue. Ou alors la SARL de famille, là c'est plus pour la location meublée. Bon ça, on y reviendra un petit peu plus tard.
Alors les avantages, c'est que les proportions d'acquisition sont évolutives et vont vraiment être déterminées en fonction de qui apporte quoi et qui paye quoi. Seront également pris en charge, par exemple, les financements d'une taxe foncière, des travaux, etc. Et au moment de la vente, c'est la société civile qui va vendre, qui va rembourser à chacun ce que chacun aura mis, et la plus-value sera ensuite partagée. Donc ça permet vraiment de caler en fait la réalité de la situation. Et l'autre avantage, c'est qu'on déjoue les règles de l'indivision, puisque les règles du jeu sont déterminées dès la constitution des statuts par certaines clauses qui règlent la gérance, les rapports entre les associés, etc., la sortie de la société. Alors les inconvénients sont les frais de constitution et la tenue comptable. Il faut savoir que quand on souhaite acheter par le biais d'une société, il ne faut pas forcément avoir constitué la société au moment de la signature du compromis. On a la possibilité au moment de la signature du compromis de prévoir ce qu'on appelle une faculté de substitution, c'est-à-dire de signer le compromis en nom propre, de constituer la société entre-temps, et c'est la société qui achètera définitivement le bien. Alors, maintenant qu'on a vu les aspects acquisition, on va parler de la fiscalité courante, à la fois sur les revenus fonciers et sur l'assurance vie, pour vous dresser un peu un topo. Alors, on va commencer sur le volet foncier. Donc vous le savez, je pense que pour certains même vous le vivez de l'intérieur, entre guillemets, la problématique de l'investissement immobilier, ou du moins des revenus fonciers, c'est bien la fiscalité, le poids de la fiscalité, qui ne cesse de s'alourdir dans le temps. Pourquoi ? Parce que les revenus fonciers, je vous rappelle qu'un revenu foncier, c'est ni plus ni moins qu'un bénéfice foncier, la différence entre des loyers encaissés et des charges déductibles. Dans les charges, on va déduire les intérêts, la taxe foncière, les charges de copro éventuellement, et des fameuses dépenses d'entretien, rénovation, on va en reparler juste après. Donc ce revenu foncier va être imposé dans votre barème mélangé à l'ensemble de vos revenus, vos salaires, vos revenus d'indépendants, vos revenus de dirigeants. Donc selon la tranche marginale d'imposition de l'investisseur, et également les prélèvements sociaux qui ne cessent d'augmenter. On dit souvent en France, le taux d'impôt, il est proportionnel, il est progressif, pardon. Oui, il est progressif. On part des tranches de 0, 14, 30, 40, 41, 45. Bon, est-ce qu'il est proportionnel ? Le schéma, il vous le dit tout de suite. Je pense que ça parle de lui-même. En fait, une personne qui déclare 152 000 euros de revenus, vous allez me dire, bon, il a déjà cette chance-là, tant mieux. Mais en gros, il faut bien comprendre qu'il y a plus de la moitié de ses revenus qui sont taxés dans la tranche marginale la plus importante. Donc, est-ce que le taux, il est progressif ? Oui, plus on gagne, plus on paye. Mais est-ce qu'il est proportionnel ? Forcément, non, vous l'avez compris. Donc là encore, partir sur un investissement type foncier, quand vous êtes dans des catégories, des tranches fiscales importantes, ça se réfléchit à 2 fois, parce qu'aujourd'hui, pour certains, on peut y laisser plus de 62%. Ça commence à devenir un petit peu confiscatoire. Il faut le savoir. L'idée, c'est aussi de regarder, bon, ça c'est des questions, on a pris un peu des questions de terrain. Souvent, les clients nous demandent, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des questions souvent comme ça qui reviennent, c'est est-ce qu'il faut privilégier l'investissement dans le neuf ou dans l'ancien ? Vaste question. Ce qu'il faut comprendre, c'est les impacts de chaque hypothèse. Bon, moi, je pense qu'il y a 4 grandes catégories, 4 grands principes qui se distinguent. Il y en a plus 2, à mon sens, qui sont d'ordre psychologique. C'est est-ce que vous préférez le neuf ou est-ce que vous préférez l'ancien ? Bon, ça se discute. Très franchement, est-ce que vous préférez un logement aux dernières normes environnementales RT 2012, si je ne dis pas de bêtises, ou vous préférez quelque chose qui a un certain cachet, entre guillemets ? Si vous êtes passionné par les travaux, que vous occupez tout le week-end à faire ça, forcément, vous irez peut-être plus sur de l'ancien que quelqu'un comme moi qui ne sait pas bricoler et planter un clou. Alors, il y a aussi un autre critère, à mon sens, plus important, c'est le prix. Parce que là encore, sur le prix, il y a un peu tout et n'importe quoi. Bien évidemment, dans le neuf, aujourd'hui, le neuf coûte sensiblement plus cher que l'ancien. Mais sensiblement, on arrive aujourd'hui sur le bassin grenoblois à des programmes immobiliers qui peuvent dépasser le 4 000 euros du mètre carré. Donc moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faut se dire, OK, pour ce prix-là, à combien je peux louer ? Donc, on arrive sur les 2 derniers critères qui sont, à mon sens, les plus importants. Comme tout investissement, c'est la rentabilité. Ce qu'il faut regarder, c'est quelle rentabilité potentielle vous pouvez générer par rapport à votre investissement. Donc ça se simule. On fait un prévisionnel en fonction du montant des loyers potentiellement à percevoir, de la taxe foncière qui, elle aussi, augmente chaque année, je vous le dis, et des charges inhérentes aux biens. Donc ça se calcule et on regarde financièrement la rentabilité qu'on peut dégager. Et enfin, quelque chose qui, moi, me semble important, il y a une règle, je ne sais pas si c'est une règle, mais il y a un point très important, c'est l'emplacement. Que ce soit du neuf ou de l'ancien, il y a aussi, à un moment donné, il faut pouvoir se projeter. Ceux qui ont acheté à Villeneuve il y a 40 ans, est-ce qu'ils ont fait un bon investissement ? Au moment où ils l'ont fait, je pense qu'ils pensaient le faire 20 ou 30 ans après. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Je ne sais pas. Enfin, vous avez compris, je grossis le trait forcément. Mais ça, c'est un point important.
Alors, ces travaux, qu'est-ce que ça génère? Ça génère un déficit foncier. Ce n'est pas les travaux en tant que tels qui sont déductibles. C'est le fait de générer des travaux qui vont s'imputer sur vos loyers. Alors, l'exemple type, c'est si vous faites des travaux, l'année où vous faites des travaux, logiquement, il n'y a pas de loyer, vous avez bien compris. Donc, globalement, vous allez générer un déficit foncier. Et c'est ce déficit qui va pouvoir se reporter sur l'ensemble de vos revenus. Donc, le fisc n'est pas fou. Il se dit à un moment donné, bon, si les propriétaires me font des trop gros travaux, je vais y perdre. Donc, le fisc autorise une déduction de 10 700 € de déficit foncier. Par contre, s'il y a un excédent, c'est-à-dire que vous engagez vraiment des travaux importants, 30 000, 40 000, l'excédent de 10 700, vous allez pouvoir le reporter, il n'est pas perdu, sur les 10 années suivantes. Par contre, vous ne le reporterez pas sur vos revenus, vous le reporterez sur les loyers que vous allez percevoir sur le bien. Donc, entre guillemets, les travaux ne sont jamais perdus. Dans la limite de 10 700, vous les imputez sur vos revenus. Le reste, vous le reportez sur les loyers futurs. Un point très important, par contre, parce que ça, on a déjà vu des gens se faire piéger avec ça, c'est de dire, attends, je vais faire des travaux, je vais passer mon déficit foncier, je vais récupérer une réduction d'impôt, puis tant qu'à faire, je vais améliorer mon bien et je vais faire une plus-value. Et potentiellement, vendre plus cher. Là, attention, vous avez une obligation du moment où il y a du déficit foncier de maintenir le bien en location jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant l'imputation du déficit. Vous avez compris le principe, c'est de dire vous êtes obligé de louer au moins pendant 2 ans dans la période qui suit les travaux. Ça, il faut l'avoir aussi en tête. On l'a dit, la fiscalité sur les revenus fonciers, c'est lourd, vous l'avez compris, j'ai cessé de le répéter depuis un quart d'heure. Alors, est-ce qu'il y a, là encore, des clients qui nous demandent, est-ce qu'il y a un moyen de diminuer cette fiscalité sur les revenus fonciers ? Oui, il n'y a pas qu'un moyen, il y en a plein de moyens. Le premier, c'est de passer ou d'investir dans un régime meublé. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le meublé, on pourrait faire une soirée juste pour ça. Mais il faut bien comprendre que le meublé présente aujourd'hui un avantage fiscal nettement plus impactant que les revenus fonciers traditionnels. Alors déjà, je dis pour faire de la location en meublé, il faut louer en meublé aussi. Parce que nous, des fois, on voit des cas où, en gros, on nous explique que c'est meublé, mais c'est pas meublé. En cas de contrôle, vous irez l'expliquer à votre contrôleur que c'est pas meublé. Donc, dans un bilan de location en meublé, c'est bien de trouver à l'actif des meubles quand même. Vous voyez, un minimum de choses. Il faut aussi avoir un bail en meublé, c'est quand même mieux, quoi. Donc l'avantage globalement du meublé, une fois que vous avez mis ça en place, vous avez alloti le bien, c'est quand même logiquement une rentabilité, je dis bien potentielle, plus élevée. Pourquoi ? Parce qu'en meublé, on peut louer Airbnb, maintenant ces choses-là, théoriquement à la semaine, et avec des prix des fois assez intéressants. Mais surtout, le gros avantage, il est fiscal, puisqu'on va amortir le bien. Et c'est ça la magie, c'est que en fait, le bien, la valeur du bien, moins la quote-part représentative du terrain, vous allez pouvoir l'amortir, c'est-à-dire passer une charge correspondante qui va venir s'imputer sur les loyers que vous engagez, que vous récupérez sur le bien. Vous allez amortir le mobilier, alors que quand vous êtes en revenu foncier classique, il n'y a pas d'amortissement, mais il n'y a pas de mobilier en même temps, donc ça paraît logique. Mais là, vous allez pouvoir amortir le mobilier et déduire l'intégralité des dépenses courantes engagées sur le bien. Je dis bien l'intégralité, alors qu'en revenu foncier, on ne peut pas déduire complètement la totalité. L'inconvénient, il est par contre ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients en meublé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font du meublé. C'est que par contre le déficit, en cas de travaux, je prenais l'exemple tout à l'heure, les travaux sont amortissables, mais vous ne pouvez pas les imputer, et le déficit lié à des travaux, par exemple, vous ne pouvez pas l'imputer sur l'ensemble de vos revenus. Donc si vous voulez générer du déficit foncier qui s'impute sur vos revenus, pour le coup, vous mieux être en revenu foncier. Si vous préférez limiter l'impact fiscal lié à vos locations, vaut mieux être en location en meublé. Mais il faut bien comprendre qu'on ne passe pas d'un régime à l'autre d'une année sur l'autre. On se met en meublé, on s'y met en meublé pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, on ne fait pas de changement comme ça. Il y a aussi un impact, ici, l'assujettissement à la CFE, c'est une taxe nouvelle qui vient se rajouter, 500, 600 €, 700 € selon où vous êtes, donc ça il faut le rajouter aussi. Et je me permets de le dire, théoriquement, une dégradation aussi un peu plus rapide du bien. Attention aussi pour les communes de plus de 200 000 habitants, maintenant c'est quand même assez limité et réglementé, il faut une autorisation préalable pour un passage en location en meublé si votre bien était occupé au préalable, en revenu foncier traditionnel. Et le deuxième point, ça c'est bon, vous avez compris, c'est quand on peut faire du meublé. L'autre option, c'est d'être à l'impôt sur les sociétés. Alors, pour être à l'impôt sur les sociétés, déjà il faut être en SCI. Donc ça règle le problème que vous expliquiez tout à l'heure, Cécile, pardon. Et, en propre, en détention directe, on ne peut pas être à l'IS, bien évidemment. Pour être à l'IS, il faut être en société. Alors, les avantages de l'IS. Alors, on va retrouver les mêmes avantages en fait que la location en meublé. Le principe, c'est que vous allez amortir le bien comme en meublé.
coup, vous pouvez ne pas être en meublé. Vous êtes en SCI, vous faites du revenu foncier classique, traditionnel. Pour le coup, puisqu'on va appliquer les règles de l'impôt sur les sociétés, les règles des régimes des commerciaux, des commerçants, BIC, donc à ce titre-là, vous allez pouvoir, pareil, déduire l'ensemble des coûts liés à l'amortissement du bien et les coûts de construction, etc. Y compris les dépenses d'agrandissement, qui pour le coup n'étaient pas déductibles en revenu foncier par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, il y a un vrai avantage par rapport au régime foncier classique d'être à l'IS. L'autre avantage, il est surtout de n'être taxé à titre personnel que sur les revenus perçus. C'est-à-dire que quand on est à l'IS, vous êtes taxé, vous, à titre personnel, uniquement sur les revenus que vous allez dégager de la société. Comme je vous expliquais tout à l'heure, quand il y a un emprunt sur le bien, pendant la durée de l'emprunt, à titre perso, vous allez subir la fiscalité alors que vous n'avez pas perçu de revenus correspondant à la location. C'est ça qui, intellectuellement, moi, me choque. C'est taxé déjà, bon, ok, mais en plus, sur des revenus qu'on ne perçoit pas, c'est juste confiscatoire. Et en plus, ça dure 15 ans ou 20 ans selon la durée de l'emprunt. Là, l'avantage, c'est que pendant cette période de remboursement de l'emprunt, tant que vous ne dégagez pas de revenus de la SCI, vous ne payez à titre perso absolument 0 impôt. Quand vous êtes taxé à 62,2, vous voyez le schéma. Donc souvent, on me dit, est-ce que c'est plus intéressant d'être à l'IS ? Mais c'est toujours plus intéressant d'être à l'IS. Après, il y a un mais. Et il y a toujours un mais. Le mais, il y a toujours un mais quelque part. Mais c'est toujours un avantage. Je peux faire marcher la machine à calculer Excel dans tous les sens. Vous verrez, vous êtes toujours gagnant d'être à l'IS. Il faut bien comprendre, c'est la sortie et qu'est-ce qui se passe à la sortie. L'impact aussi, je le dis, c'est qu'on peut déduire, quand on est à l'IS, l'ensemble des frais d'acquisition. On parlait des frais de notaire tout à l'heure, des droits d'enregistrement ou une commission d'agence immobilière. À l'IS, c'est déductible. Hein. Revenu foncier, ça ne sera jamais déductible. Alors vous allez me dire, le mais. Le mais, il est où ? Le mais, il est à la sortie. Le mais, il est à la sortie. Pourquoi ? C'est ce qu'on va mettre ici, c'est les inconvénients de la SCI qui est à l'IS. Alors déjà, je le dis, l'option, elle est irrévocable. Hein. C'est souvent, des fois, on me dit, ouais, ça peut être intéressant, je me mets à l'IS, puis après je reviens à l'IR. Voilà. Elle est irrévocable. On a vu dans les projets de loi que peut-être il y aurait une possibilité de migrer, projet de loi de finances qui arrive. Mais j'y crois pas trop, on peut rêver. Mais bon, option irrévocable. Donc quand on s'engage à l'IS, faut pas après dire, ah ouais, mais bon, j'avais oublié qu'à la sortie, voilà. Donc c'est très important ça, de comprendre ça, l'option est irrévocable. Après, un peu comme un mécanisme de pompe aspirante et refluente, vous avez bien compris que pendant la période de remboursement de l'emprunt, ok, vous optimisez. Par contre, à la sortie, quand vous allez pouvoir prendre, enfin à la sortie, une fois que l'emprunt est remboursé, quand vous allez vouloir prendre des revenus sur votre SCI, puisque la SCI aura de la trésorerie, tant qu'à faire, autant se les appréhender, là vous allez subir une triple taxation. L'impôt sur les sociétés, il sera toujours là. À un taux, on verra l'évolution du taux de la fiscalité à l'IS, qui a tend à baisser. Aujourd'hui, on est la première tranche à 15, au-delà, on est à 28, bientôt 25. Et vous allez subir, vous, à titre personnel, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, 30% flat tax Macron. Donc là, est-ce que c'est plus intéressant ou pas ? Là, pour le coup, non, c'est moins intéressant, parce que vous passez par une case fiscalité, impôt sur les sociétés avant. Donc ça aussi, sur le long terme, il faut mettre ça dans la bascule et regarder, se projeter des flux financiers. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, le point, il est là, c'est à la sortie. Là, à la sortie, ça peut faire mal. Ça peut faire mal si vous sortez. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est que, en fait, l'administration va vous dire, attendez, si vous avez pu amortir le bien pendant toute la durée de remboursement de l'emprunt ou la durée de vie du bien, le jour où vous vendez, la plus-value, on va la comptabiliser et on va vous la taxer. Différence entre le prix de vente et non pas le prix d'achat du bien, mais la valeur nette comptable, c'est-à-dire la déduction de tous les amortissements que vous avez passés. Je pousse le trait, votre bien, vous allez l'amortir sur 30-40 ans. Au bout de 40 ans, il a une valeur comptable de 0. Potentiellement, si tout se passe bien, votre prix d'achat, le bien se sera un peu amélioré. J'espère pour vous que vous pourrez le vendre plus cher que ce que vous l'avez acheté. Mais votre plus-value va être calculée sur le prix de vente. Parce que votre bien, comptablement, sera très proche de 0. Alors que dans le régime classique, Cécile vous l'a dit, au bout de 22 ans, je ne sais pas si tu en as parlé, si. Ah, c'est après, elle va vous en parler. On est exonéré de plus-value. Donc dans un cas, on est exonéré de plus-value, même si vous faites une plus-value d'1 million d'euros, j'exagère, je tire le trait. Et dans l'autre cas, le prix de vente, vous prenez la fiscalité à l'IS, donc en tranche marginale, on va dire bientôt 25. Puis après, vous allez me dire, ok, j'ai pris 25, mais accessoirement, le bien, je l'ai vendu, je veux récupérer la trésorerie. Vous allez vous reprendre 30%, merci Macron, parce que ça aurait pu être 62 dans d'autres cas. Mais ça fait quand même une fiscalité relativement importante sur la vente. Donc, être à l'IS, c'est plutôt bien, mais attention, à la sortie, il faut vraiment avoir pris conscience des flux et des impacts à la sortie. Bien évidemment, à l'IS, il n'y a aucune remontée de déficit entre les mains de l'associé, puisque on est taxé au sein de la société. Le déficit généré une année se reportant sans limite de durée
au niveau de l'IS. C'est plutôt un avantage. Je le dis aussi pour ceux qui ont pensé, et c'est tout à fait possible, c'est de dire, attendez, j'ai un bien aujourd'hui, je ne suis pas en SCI, je ne peux pas être à l'IS, j'aime être à l'IS, je vais apporter mon bien à la SCI, c'est tout à fait possible, à une SCI. Je le dis quand même, ça entraîne aussi le paiement de droits de mutation sur la hauteur du passif apporté. Si vous n'avez plus d'emprunt qui grève le bien, à ce moment-là, les droits de mutation, il n'y en a pas. Par contre, si vous apportez un passif, ce qu'on appelle un apport à titre onéreux, vous aurez à ce moment-là des droits de mutation, des droits d'enregistrement que Cécile a décrit tout à l'heure, à payer. Et bien évidemment, pas d'IS pour les dispositifs de défiscalisation, Pinel, Malraux et autres. Impossible à l'IS. Voilà, j'en ai fini pour ce volet-là, qui était important, mais c'était bien de faire un comparatif entre les deux pour recadrer. Ça, c'était pour l'aspect foncier. Maintenant, je vais vous parler de l'aspect assurance vie. Je vais aller un petit peu plus vite. Alors, l'assurance vie, vous savez, c'est le placement soi-disant préféré des Français. 1700 milliards d'euros. C'est pas ce qu'il y a sur mon compte, j'aimerais bien, mais c'est ce qu'il y a sur le compte de la France. Donc c'est un peu la sécurité sociale au niveau de la France. C'est ce qui nous permet d'emprunter très peu cher sur les marchés financiers, il faut le savoir, parce qu'en face, il y a un actif, il y a 1700 milliards sur des comptes, entre guillemets, qui dorment. Ils ne dorment pas, ils travaillent, mais ils sont là. Alors, vous le savez, l'assurance vie, ça a été créé en 91, si je ne dis pas de bêtises. Au fil du temps, ça a été vraiment renié sur le point de vue fiscal, puisqu'au début de l'assurance vie, il n'y avait pas de fiscalité sur l'assurance vie. Donc, quand vous avez vu la courbe des prélèvements sociaux augmenter, il y a bien un moment donné, l'État a dit, oula, l'assurance vie, on va passer par là, on va en prendre un petit peu. Alors, là encore, une question, si on me dit, mais qu'est-ce que ça change finalement, la mise en place de la flat tax, Macron, 30%, par rapport à l'assurance vie ? Ça change que, moi, ma réponse, c'est de dire c'est encore une usine à gaz qu'ils nous ont mis en place, parce que c'est juste imbitable. Est-ce que pour autant, c'est la fin de la fameuse phrase « mais mon argent est bloqué 8 ans en assurance vie ». Alors je le dis, l'argent il n'est pas bloqué. En assurance vie, vous déposez une somme, le lendemain vous la retirez. L'argent il n'est pas bloqué. L'intérêt fiscal, il est d'avoir une détention longue et d'avoir plus de 8 ans sur le contrat, sur l'historique. Donc en fait, après ce qu'il faut quelque part retenir, c'est qu'il y a quand même encore un avantage fiscal qui est préservé, qui est juste énorme, je le dis, en assurance vie. C'est le dernier point. Subsiste l'abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 pour un contribuable, enfin un foyer fiscal marié ou pacsé. En fait, l'idée c'est quoi ? C'est que l'assureur ou le banquier chez qui vous avez mis vos fonds va faire un calcul. Et les 4 600 ou 9 200 premiers euros d'intérêt, de retrait, liés au retrait, ne seront pas imposés. Au niveau des taux de droits de mutation à titre gratuit, donc qui s'appliquent après application, donc on donne un bien immobilier, admettons qu'il vaut 200 à un enfant, on enlève l'abattement de 100 et ensuite on va appliquer le taux progressif. Donc en gros, il faut retenir un taux moyen de 20% jusqu'à 500 000 € de transmis. Alors c'est vrai que dans le cadre de succession, avec un conjoint survivant, c'est un petit peu plus particulier. Il y a des calculs en fonction de l'option du conjoint, etc. Tout ça, on peut le calculer pour anticiper un petit peu les droits de succession. Mais dans la grande masse, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, au moment du décès, c'est quand même le gros avantage. C'est le Code général des impôts, encore une fois, qui suit pour le coup le Code civil et qui nous dit l'usufruit rejoint la nue propriété sans payer de droits de succession. Donc en fait, à l'extinction de l'usufruit, il s'éteint tout simplement. Et donc les nus propriétaires deviennent pleins propriétaires. Il n'y a pas de taxe nouvelle qui est appliquée. Et surtout, on n'a pas besoin de passer chez le notaire une nouvelle fois pour faire appliquer ces droits dans la succession. Donc là, c'est un gros avantage parce que finalement, on est complètement exonéré sur la partie usufruit. On va prendre un exemple. Donc, on a une résidence principale estimée à 600 000 €. Monsieur et madame sont mariés sous le régime de la communauté. Ils détiennent 300 000 € chacun et ils décident de faire la donation en nue propriété du bien. Donc, ils ont 2 enfants. Donc, on voit bien 600 000. La valeur de la nue propriété de 50% parce qu'on a considéré qu'ils étaient entre 51 et 61 ans. Donc, on a une valeur taxable de 300 000 €. Chaque parent va donner à chacun des enfants 300 000 divisé par 4, 75 000 €. On a un abattement légal de 100 000 € par enfant. Donc, on peut transmettre une résidence principale d'une valeur de 600 000 € à ces 2 enfants sans avoir à payer aucun droit de donation. À l'inverse, si on n'avait pas utilisé la technique du démembrement de propriété et qu'on donnait le bien directement, on aurait des droits à acquitter de 32 776 €. Donc l'intérêt, il est évident. La réduction de la base taxable en fonction de l'âge des donateurs, la possibilité d'utiliser les abattements tous les 15 ans,
Les frais notariés, parce que c'est vrai que c'est un investissement aujourd'hui puisqu'on va faire la donation. Donc une donation, ça engendre des frais de donation. Et ces frais de donation, ils sont payés par celui qui donne. Et l'administration fiscale tolère que le fait que ces frais soient payés par le donateur ne soient pas eux-mêmes considérés comme une donation. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est également intéressant puisque les frais de donation reviennent souvent beaucoup moins cher que des frais de règlement d'une succession. Parce que quand on arrive au règlement d'une succession, on a la déclaration de succession, on a l'attestation immobilière, on a les éventuels frais de partage. Et si on a effectivement les biens à partager, on arrive à peu près à 6% des biens à partager, de la valeur des biens à partager en termes de frais. On n'a aucune fiscalité au décès. Et bien sûr, la plus-value des biens n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que si vous donnez un bien qui vaut 100 aujourd'hui, peu importe si au décès ce bien vaut 150, l'administration fiscale va pas venir vous chercher en vous disant vous aviez donné 100, aujourd'hui ça vaut 150, vous devez la fiscalité sur 50. Ce qui est donné est donné. Et enfin, évidemment, en anticipant la transmission, on évite aux héritiers les soucis d'ordre patrimonial au moment des décès. Mais bien sûr, il y a des inconvénients, comme toujours, au démembrement de propriété. Et ça, on n'en parle malheureusement pas assez. C'est la perte des pouvoirs de disposition des donateurs. Très souvent, dans la majorité des cas aujourd'hui, donc les gens ont vraiment envie d'anticiper la transmission parce que effectivement, on a gagné sa vie, on a déjà payé des impôts, on se dit mon Dieu, mais au moment de notre décès, nos enfants vont encore devoir payer. Mais d'un autre côté, on se dit si on a envie de vendre, on veut pouvoir vendre, on n'a pas envie de partager le prix de vente. Et puis on connaît pas encore la pièce rapportée, ou au contraire, on la connaît trop bien. Donc du coup, souvent il y a un petit peu cette crainte de donner et de dire mais si j'ai envie de vendre, il va falloir que j'ai l'autorisation de mes enfants. Ou en cas de décès préalable de cet enfant, malheureusement des fois ça arrive, et en présence d'enfants mineurs, du conjoint de cet enfant. Donc il y a souvent une réticence à anticiper cette transmission. Parce qu'effectivement, il faudra l'autorisation de l'enfant, et quand bien même il donnerait son autorisation, il y aura un partage du prix de vente. Et le partage du prix de vente, il se fera en fonction de la valeur de l'usufruit. Donc si on donne entre 51 ans et 61, comme on l'a dit tout à l'heure, on a fait une super optimisation. Sauf que le jour où on revend, admettons à 82 ans, parce que on a besoin de plus petit, puis on a besoin d'aide à domicile, donc on a envie de récupérer un petit peu de liquidité, eh bien on va vendre à 82 ans, on va récupérer que 20% de la valeur du bien. Et on ne pourra pas contraindre l'enfant à réinvestir en démembrement de propriété. On pourra le faire, mais on ne pourra pas le contraindre à le faire. Donc ça peut être un petit peu, c'est pas évident et c'est pas très protecteur. Du côté de l'assurance vie, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu plus simple. Au début de la présentation sur la partie successorale. C'est après que ça se complique. J'espère que vous maîtrisez bien le démembrement de propriété grâce à Cécile, parce qu'après on va en boire un petit peu ce soir dans l'optimisation de la transmission. L'assurance vie, il y a vraiment un âge, une date à bien retenir. C'est le 70e anniversaire de l'assuré. Celle-ci, c'est une date un petit peu, pas fatidique, mais celle qu'on garde à l'esprit, parce que on a une fiscalité successorale post-70e anniversaire et une fiscalité successorale pré-70e anniversaire. Maintenant, là où on peut avoir une petite subtilité, et ça c'est notre approche patrimoniale, et on n'a pas le choix, on sait faire que ça, c'est de se dire, dans mon contrat d'assurance vie, j'ai une clause bénéficiaire où on a dit qu'on pouvait coucher, Laurent, Cécile et moi. Excusez-moi, quand je dis coucher, c'est le terme juridique. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de malentendu ou de sous-entendu. Cette clause bénéficiaire, on peut elle-même la démembrer. C'est-à-dire, je démembre un immeuble, j'ai bien compris. Je démembre une clause bénéficiaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Démembrer une clause bénéficiaire, c'est pouvoir transmettre les capitaux et non pas un immeuble, contrairement à l'immobilier de tout à l'heure, les capitaux à différentes personnes. Des usufruitiers, dans mon exemple, je vais reprendre madame. Je suis marié avec Cécile, comme par hasard. Je décède, je suis courtois. Et je mets comme bénéficiaire Cécile pour l'usufruit des capitaux. J'ai un montant sur mon contrat X. Cécile bénéficie de l'usufruit des capitaux et devient ce qu'on appelle un quasi-usufruitier. Retenez bien ce terme, ça va avoir de l'importance pour la suite. Le quasi-usufruitier, en fait, a la libre disposition des fonds qu'il perçoit. La totalité du capital, même si il n'est qu'usufruitier et n'a le droit qu'à un pourcentage d'après le barème, vu tout à l'heure. Et je vais un peu plus loin. Je suis mort, Cécile retrouve quelqu'un, un peu plus jeune, bizarrement, un peu plus beau aussi, ça c'est plus facile, et se dit, je vais profiter un peu de ma vie, j'ai rien foutu avec Julien pendant des années, là je vais commencer à en profiter un petit peu, et je vais consommer mon capital. Par exemple.
Je dis pas que tu es comme ça, mais... Et je vais consommer mon capital. Rappelez-vous, on parle de somme d'argent, c'est-à-dire que sur son compte, elle a la provision mathématique. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle part, elle consomme le montant. On a quand même eu des enfants au passage, on a quand même bien fait les choses, enfin si tant est que ce soit les miens, mais je les ai reconnus. Et ces enfants-là sont, de l'autre côté, on n'oublie pas, nus propriétaires. Donc les enfants disent à un moment donné, maman c'est bien avec beau papa, mais moi je suis nu propriétaire, j'ai le droit à une somme d'argent. Elle arrive quand? T'as tout mangé. Bah là on va créer ce qu'on appelle une créance de restitution. Une créance de restitution, Cécile pourra vous en parler mieux que moi, c'est le fait de pouvoir imputer sur le reste de la succession les sommes que Cécile a mangées avec son amant, ou son nouveau mari, passons, et qui auraient dû revenir aux héritiers. Donc je suis en train de vous expliquer la chose suivante. À travers le démembrement de la clause bénéficiaire, on va pouvoir transmettre vulgairement 2 fois au conjoint et aux héritiers via la nue propriété, donc les enfants en l'occurrence dans mon exemple, et même si le conjoint consomme, ce qu'auraient dû percevoir les héritiers viennent en passif de succession sur la résidence principale, sur les autres biens composant l'actif de succession. Donc le fait de démembrer la clause bénéficiaire, quand on doit la démembrer, j'ai envie de vous dire, c'est comme l'assurance vie, il faut l'avoir. Parce que c'est un véritable outil de gestion et de transmission de succession. Ça va? On prend un petit exemple classique. J'ai démembré ma clause, je n'ai pas démembré ma clause. Qu'est-ce que je gagne? Combien je gagne? On a un client qui a versé 400 000 € sur son contrat à 65 ans. Au moment de son décès, la valeur du contrat est de 500 000. Il a 69 ans, donc on se rappelle du barème fiscal des usufruitiers et de la nue propriété. La valeur du quasi-usufruit de madame, qui avait le même âge avant de partir avec un plus jeune, est de 40%. Donc madame, la valeur économique de son usufruit, c'est 200 000 €. Mais elle perçoit bien les 500 000 €. D'accord? Dans notre exemple, je crois qu'on n'a qu'un seul enfant. Ouais, c'est très bien. On s'est arrêté là, ça nous a vacciné le premier. L'enfant, lui, en théorie, est nu propriétaire de 300 000 € en valeur, mais qu'il ne percevra qu'à l'extinction de l'usufruit, à la mort de madame. Par contre, là, ça a été éclairci en plus récemment, il y a des abattements. Parce que, ok, on transmet, il y a des masses taxables. 200 000, le conjoint ne paye pas. 300 000, l'enfant, on est au-dessus des abattements, donc il y a une partie à taxer. L'enfant a le droit à son abattement, les fameux 152 500 dont on a parlé tout à l'heure. Mais il a le droit à 60% des 152 500, puisqu'il détient sa nue propriété qui vaut 60%. Donc l'enfant, lui, sur les 300 000 qu'il va percevoir, il va avoir un abattement de 91 000, sur lequel il va payer sa fiscalité à hauteur de 41 700. Vous allez me dire, ouais, il ne touche pas l'argent et il paye 41 700. Ok. Sauf que s'il n'avait rien fait, il en aurait payé 70 000. Donc, de par le biais de du démembrement de la clause, on lui a fait économiser quand même 40%. Sauf erreur de ma part. Je n'ai pas fait tourner le fichier Excel, mais c'est à peu près ça. Donc là, on voit quand même l'intérêt du démembrement de la clause. Je voulais vraiment faire un match, voilà, un peu entre les deux, voir cette tendance, parce que souvent on nous pose ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire? J'en sais rien. Ce qu'il faut faire, c'est venir nous voir, qu'on en parle, qu'on fasse des simulations chiffrées, objectives. Parce que quand des fois on a des clients qui nous disent j'ai fait un super investissement à 4 500 € du mètre carré, mais on m'a dit que c'était super bien. Bon, je dis oui, c'est dommage, voilà, c'est trop tard. Il aurait peut-être fallu nous en parler avant. Voilà. En fait, il n'y a pas de situation idéale. Il y a chacun d'entre nous une situation par rapport à son patrimoine, sa situation familiale, et c'est ce qu'on voulait vous faire comprendre par cette expertise rapide. Mais voilà, ça se travaille, ça se discute et on peut se projeter. Nous, vraiment, l'objectif, c'est de vous accompagner là-dessus et d'avoir cette réflexion-là avec vous.